Je m'appelle Bruno Kea, alias Sailor. Je suis builder et anciennement tatoueur. Enfin bon, j'ai tatoué pendant 25 ans avant de me rendre compte que mon destin était d'être tourneur-fraiseur. Et voilà, donc je fais des machines à tatouer. En fait, quand je bossais à New York, je bossais pour un gars qui s'appelait Cliff White, qui a une collection énorme d'objets relatifs au tatouage. D'ailleurs, il a ouvert un musée que je conseille à tous les gens qui vont à New York, parce qu'il est, il est sur Long Island, dans un bled qui s'appelle Center Reach. Et c'est là que je travaillais, moi d'ailleurs, puisque quand je bossais à New York, en fait, le tatouage était interdit à New York City encore. Ça a été autorisé à partir de 98, en fait. On avait le droit moi j'avais le droit de fouiller dans les bécanes anciennes. Il y a des trucs historiques, des machines qui avaient été faites par Paul Rogers pour Sailor Jerry, des machines que Sailor Jerry avait construites et qu'il avait utilisées au quotidien pendant des années. Enfin bon, c'était génial de pouvoir prendre ces machines. Alors je passais chez lui le matin, j'avais une espèce de boîte à chaussures en carton comme ça et je me foutais 5-6 machines choisies. Et puis je les utilisais, je les essayais, je bossais avec, et puis je les faisais tourner, je prenais des mesures, je regardais des trucs, je faisais des déductions et des constatations, et puis ça m'a beaucoup aidé dans le reste de ma carrière. D'autant plus qu'en fait, lui, Cliff, il faisait des machines qui s'appelaient les old-timers. Ça marchait pas mal à l'époque, et en hiver, quand on avait beaucoup moins de boulot, il me payait $20 par machine et toute la journée, je faisais du montage de bacon. Donc ça m'a un peu appris à faire ça correctement. C'était pas vraiment du building de A à Z, mais je montais les bobines sur les bacon et puis les pièces détachées et puis on les faisait marcher, quoi. Ouais, ça, en 2010, un jour, j'ai reçu un paquet vachement lourd qui arrivait de New York. J'ouvre et en fait, Cliff m'avait peint une belle boîte avec marqué Oldtimer, qui est le nom de ces machines. J'ai la fin du stock des cadres de Oldtimers. J'en monte une de temps en temps pour un pote méritant, mais j'y tiens comme la prunelle de mes yeux. Il m'a filé d'autres trucs extrêmement intéressants. Cliff, c'est ça. C'est un cadre de Jonesy, des brutes de fonderie comme ça, enveloppé dans un journal qui était daté 1946, je crois, un truc comme ça. Il m'en a filé 3 comme ça. Et ça, c'est inestimable. Hein. Il y a des collectionneurs qui me donneraient leur mère pour avoir ça. Alors, je sais plus si c'était pour une expo ou pour une convention, mais avec Karl, vous avez fait une machine. C'était pour Rise. En fait, Rise, ils nous ont commandé une machine. Et en fait, on a chacun fait un cadre qu'on s'est échangé et on a monté les bécanes. Et en fait, ils se sont retrouvés avec 2 machines au lieu d'une, mais c'était vachement bien. Puis Karl, il a fait un truc super dépouillé avec des tiges de métal. J'étais même un peu interloqué quand je l'ai vu, le cadre. Au début, j'étais genre merde, il s'est pas fait chier. Mais en fait, c'était super beau et en le regardant bien, il y avait énormément de travail. C'est marrant comment d'un builder à l'autre, ça peut être différent les façons de bosser parce que ça paraissait tellement spartiate de voir juste ce cadre avec de la tige de métal. Après, il y avait un boulot de dingue dessus et finalement, une fois monté, c'était juste magnifique, quoi. Parce que ça laissait vachement voir le reste de la machine et tout. Et au niveau du fonctionnement, c'était impressionnant. C'était vraiment bien. Moi, j'avais fait tout le contraire. J'avais fait un truc super baroque avec des bois précieux, des incrustations en acre et tout. Enfin bon, vraiment 2 écoles complètement différentes que Karl a monté. Lui, chacun a fait après. On s'est échangé les cadres et on a fait les bobines. Alors sur le sien, sur le cadre très spartiate, moi j'avais fait des bobines avec du galucha, des trucs un peu fous. Et lui, il avait fait pareil, un truc avec, je sais plus ce qu'il avait mis comme revêtement, c'était assez joli, c'était noir mat un peu sur les bobines. Et ouais, on avait tout fait, toutes les pièces à la main et tout. Et puis on a appris qu'à la convention de Nantes, ils faisaient une vente aux enchères pour des assos pour les enfants, pour l'enfance maltraitée et tout. Et j'ai appelé Karl, je lui ai dit qu'est-ce que t'en penses, on met les machines en vente là. Bien sûr, il a été tout de suite d'accord.
On a mis les machines en vente et on a pété un score, mais c'était hallucinant, quoi. C'était génial de se dire que ces machines, elles nous ont fait un bel article dans un bon magazine, elles nous ont donné du plaisir à construire, et puis cet échange qu'on a avec Karl, c'était super plaisant, et puis surtout, ça a aidé, je crois qu'il y avait 2 assos. Ça fait partie des bons moments de ma carrière de tatoueur, en fait, cet échange avec Karl, c'était vachement bien. Le tanuki, en fait, j'ai habité en Australie il y a longtemps, et puis j'avais un pote japonais qui bossait en restauration, qui était chef dans un resto et qui m'avait appris un soir de cuite la chanson du tanuki en japonais, quoi. Faut que je la chante. Oui. Faut que je me lève un moment parce qu'il faut faire le geste des couilles poussées par le vent, en fait. Tan tan tanuki nakin tamawa kazeni ura etai bura 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 bura. Voilà. Et depuis l'Australie, quand même, depuis les années 80, j'ai de la mémoire. Et donc, il m'avait appris cette chanson. Je ne sais pas si je l'ai bien chantée, j'ai dû me planter sur quelques mots. Je ne parle pas trop bien japonais. Mais en fait, on allait dans les restos japonais et puis on chantait ça aux serveuses. Et elles pleuraient de rire, on se faisait du coup payer des sakés, on sortait encore plus bourré qu'avant. Le tanuki, il a des grosses couilles, c'est ça, donc ouais, c'est ça. Oui, c'est pour ça que dans la chanson, on fait le geste des couilles poussées par le vent, quoi. Et donc, quand j'ai cherché une péniche à acheter, j'étais avec un peu un spécialiste du bricolage de péniches, et puis il me montre une ou 2 péniches qui me plaisaient pas trop, et puis il me dit ouais non, celle-là je crois qu'elle est pas chère, mais le dessous est pas très frais, machin. Puis il me dit il y a celle de l'autre côté là-bas, je sais qu'il y a à vendre, je vois le nom de Tanuki, quoi. Je fais ah putain, c'est un signe, quoi. Le tanuki, en fait, c'est un espèce de raton laveur endémique du Japon. Ouais. C'est le saint patron des restaurateurs et tout ça, et des bons repas entre amis et tout ça. Il donc, y en a partout devant les restaurants au Japon. Ouais, c'est ça. Ouais. Moi, j'ai pris ça comme un signe et j'ai bien fait parce que du coup, c'est une péniche que j'ai eu à un prix vraiment intéressant, qui était ultra saine, dont le fond avait été refait avec des moteurs super performants. Elle avait 2 moteurs. Et, je l'ai acheté plus par rapport à son nom parce qu'elle n'était pas très belle au début. Il y avait pas mal de boulot à faire quand même. Le tanuki, je l'ai acheté en 2004. Je l'ai retapé au fur et à mesure des années. On était à Moret-sur-Loing, à côté de Fontainebleau, puisque j'avais mon salon de tatouage à Fontainebleau à l'époque. C'est là où j'ai fait mon premier atelier de builder. C'est là où j'ai commencé à faire des machines. Et puis, quand j'ai connu ma Montpelliéraine, et qu'on a eu un enfant, on a décidé de ne pas rester dans le coin. Et puis, on s'est dit, qu'est-ce qu'on fait de la péniche? On la vend, on fait quoi? Et ça serait peut-être pas mal de tenter le salon de tatouage sur la péniche. Donc il a fallu traverser la France avec déjà. Tout le monde dit ah, ça a dû être génial, vous avez dû vous marrer. Non, je me suis pas marré du tout. C'était super dur. Juste les canaux, en fait. Je suis parti de Moret-sur-Loing et j'ai enquillé le canal du Loing. Puis après le canal latéral à la Loire, Briard, après les canaux du centre jusqu'à Chalon-sur-Saône. Et en fait, Moret-sur-Loing, Chalon-sur-Saône, 148 écluses de canal. En une journée, je faisais 5 km parce que c'était les endroits où ça montait vraiment. Je sortais d'une écluse pour rentrer dans une autre, quoi. C'était arriver sur la Saône, c'était le bonheur. La rivière, la Saône, et puis après le Rhône, le petit Rhône, et puis le canal du Rhône à 7 où il y a 0 écluse. On a fait le salon de tatouage qui était d'ailleurs vachement joli. On a fait quelque chose de plutôt classe, mais malheureusement trop loin de tout, en fait. On a eu beaucoup de mal à faire venir les gens. On bossait, ça vivotait, quoi. Il faut savoir quand même que le tanuki n'était pas relié au réseau électrique, donc j'ai jamais entendu parler d'un autre salon de tatouage entièrement au solaire, 100%. J'avais mon atelier de builder aussi, pendant un an et quelques, j'ai fabriqué des machines entièrement au solaire, quoi. Ah oui, le tanuki, on a eu des guests de prestige quand même. Il y a Michael de Poissy qui est venu.
Léa Naon, bien sûr, qui est venue en même temps que Jomu. Ils sont venus tous les deux en même temps. Nico Inco, enfin bon, plein de potes comme ça. C'était un peu le défilé de potes. Je me suis dit, je vais me trouver un atelier à Montpellier et voir un shop. Et puis voilà, quoi. Donc le tanuki, après, c'est devenu un peu mon boulet de 170 tonnes, hein, parce qu'il fallait quand même continuer à l'entretenir et payer les frais d'emplacement et compagnie. Donc j'ai fini par le vendre. Et c'est super dommage parce que tout le monde trouvait ça génial. C'était c'est une super idée, c'est cool, c'est beau, c'est machin, ces trucs, mais le public n'a pas suivi. Donc un jour, j'en ai eu marre de faire les allers-retours pour pas grand-chose. Et moi, ce que j'aurais voulu faire avec le tanuki, vu que je naviguais, c'était de faire un truc navigant où on pouvait faire une page Facebook. On disait, voilà, on est là aujourd'hui, on sera là demain, charger des clients, puis les tatouer à bord et tout. Mais non, voilà, ça n'a pas pris, malheureusement. Ouais. Voilà. Moderne Electric, on l'a ouvert en décembre 2014. Et on a eu 3 mois entiers de travaux quand même. Et donc je remercierai jamais assez ceux qui m'ont aidé en fait à mettre Moderne Electric debout, en particulier César, qui a été vraiment à l'époque l'apprenti modèle. Il y avait Flo Levanti aussi qui bossait avec moi à l'époque, qui nous a filé un gros coup de main. Bon, bref, on a été. Puis il y a eu plein de petits bénévoles comme ça qui sont venus nous aider à droite, à gauche. César, je l'ai pris comme apprenti sur le tanuki et puis il est resté avec moi. Puis en fait, c'est lui qui s'occupe de cette boutique. Moi, ne tatouant plus, j'y suis quasiment jamais en fait. Et j'ai un petit peu un deal avec eux. Ils se débrouillent. Ils font leur tambouille là-bas. Je m'en occupe pas trop en vrai. Donc il y a César qui fait beaucoup de traditionnel. Il est arrivé en fait pour nous aider quand on a lancé un appel pour faire les travaux sur le tanuki. On était débordés, on avait 180 mètres de carré de péniche à restaurer pour faire un salon de tatouage flottant. Et César est arrivé, parce que lui, il était justement dans la construction et ce genre de trucs. Passionné de tatouage, avec une grosse envie de devenir tatoueur. Il avait malheureusement un niveau en dessin qui n'était pas envisageable. Je lui ai proposé, écoute César, je ne peux pas te prendre comme apprenti, mais tente ta chance, puis tu viens quand tu veux. Tu regardes ce qu'on fait, on t'explique, tu dessines avec nous, on t'aide, on te montre, on te corrige, machin. Et le gars, en fait, je l'ai vu progresser tellement vite. C'était super impressionnant, quoi. Il a toujours fait son boulot, j'ai jamais eu à le reprendre sur quoi que ce soit. Et puis il a progressé vite et bien. Et là, il s'est fait une vraie clientèle. Comme quoi, avec du boulot, on peut y arriver. Hein. Il n'avait pas spécialement d'aptitude artistique et finalement, il en avait et ça se voyait pas, quoi. Enfin, je les laisse libres, hein, parce qu'en fait, j'estime que c'est plus leur magasin que le mien maintenant, étant donné que j'y suis pas des masses, même pas du tout. Et je pense qu'ils ont plutôt choisi l'option de faire venir des guests à droite, à gauche. C'est important l'échange dans le tatouage, d'avoir des guests qui vous montrent leur truc et puis d'aller faire des guests ailleurs et de regarder ce que les autres font pour le dessin, pour la technique du tatouage. Ça fait avancer, hein, c'est indispensable. Trace a man under wet snow. I think about the town we shouldn't go. Forget that house we almost lived in. Dream about next city we'll be in. Alors mon fils Quentin, c'est pas mon seul fils, hein. D'ailleurs j'ai 5 enfants. Hein. D'ailleurs dans le tatouage on parle toujours de Quentin parce que c'est le seul qui a pris la relève de tatoueur. Et il y a aussi mon grand-fils Alexis qui est cuistot et qui fait ça très bien. J'aime bien que mes enfants aient repris un peu mes passions. Puis il y a Maxime, mon troisième, qui lui est à fond dans le skate.
C'est une passion que moi aussi je lui ai refilée, hein, puisque j'ai skaté à partir de 76. Alors en fait, Quentin, lui, ça a été un peu naturel. Quand il était au collège, il sortait du collège, on lui disait « Mais va t'amuser, t'as des potes, il y a des filles, il y a des machins. » Et non, lui, il voulait venir, il venait au salon et il soudait des aiguilles. C'est à l'époque où on soudait nos aiguilles encore. Il soudait des aiguilles pour se faire de l'argent de poche. Il venait, il nous regardait tatouer, il dessinait. Et ses premiers tatouages, il devait avoir, je sais pas, 13-14 ans, quoi. Enfin, le premier, il est sur moi, sur ma cheville. Il avait 6 ans quand il me l'a fait, quoi. Un papillon avec une tête de mort au milieu, avec un crâne avec des os comme ça, et un 13 avec le 3 à l'envers, c'est super mignon. Voilà. D'ailleurs, tous mes enfants m'ont tatoué à l'âge de 6 ans. Et puis là, il a ouvert un petit magasin à Sérignan avec un pote à lui. Là, il a fait comme papa, ils se sont fait leurs travaux tout seuls. Ils se sont fait un joli petit magasin et tout. Puis je leur souhaite le meilleur, hein, que ça marche pour eux. Surtout qu'apparemment, il s'est remis à dessiner à fond et tout. J'en suis vachement heureux, quoi, parce que j'ai au moins un fils qui tatoue. Mais je suis tout aussi fier des autres qui font de la cuisine, du skate et de la menuiserie. Et puis des tout petits, Marcel et Louison, et qui sont à l'école et à la crèche encore. Le métier de builder, en fait, c'est un métier qui est extrêmement difficile pour la simple et bonne raison que c'est dur d'être builder quand on n'est pas tatoueur. Parce que comprendre le pourquoi du comment d'une machine et comment la faire fonctionner et pourquoi la faire fonctionner de telle ou telle façon quand on peut pas l'essayer, c'est forcément ça ralentit et ça. Bon, il y en a des builders qui sont pas tatoueurs et qui font du bon travail, hein, mais donc ça implique d'être tatoueur, ça implique de se former. Moi j'ai été complètement autodidacte, apprendre le fraisage, le tournage. Plein de trucs, la fonderie, puis ouais, comme on fait toutes les pièces détachées ici, il y a plein d'étapes et plein de métiers différents en fait, hein, l'un dans l'autre. C'est difficile de tout assembler, d'être super précis et tout, ça prend des années. Faire des bobines correctes, ça m'a pris assez longtemps. C'est super dur d'avoir la dextérité de bobiner aussi rapidement et puis de savoir bosser avec beaucoup de précision, de faire vraiment. Il faut vraiment que la masselotte elle arrive pile à plat sur le cul de la bobine avant. Tout ça, c'est des années de boulot, connaître les tensions, les trucs, les machins, comment les nuances pour faire marcher une machine plus vite, moins vite, plus fort, moins fort. Surtout quand je bosse à la commande, j'ai beaucoup de gens qui ont des cahiers des charges assez précis de ce qu'ils veulent d'une machine, hein. Mais justement, en fait, c'est intimement lié au tatouage old school, parce que, en fait, moi, ce que je fais, c'est de la machine qu'on appellerait traditionnelle. Je suis pas contre les nouveaux systèmes, mais je veux pas que les gens n'utilisent que les rotatifs qui sont ces nouveaux systèmes. Je pense qu'il y en a plein maintenant qui sont construites par des ingénieurs et des gens qui ont complètement oublié qu'un tatoueur, ça bosse 300 et quelques jours par an, 8 heures par jour, et que sa machine, elle tabasse toute la journée et que, quand il y a plein de petites pièces d'usure, ça prend du jeu, ça se met à déconner. Donc, ça fait des machines qui marchent super bien pendant quelques mois et qui deviennent merdiques par la suite. La plupart des rotatifs ont un gros défaut, c'est le manque de contrôle à mettre l'encre dans les couches de peau désirées, en fait. La machine à coil, elle a une certaine retenue qui permet de pousser, d'aller vraiment sentir l'accroche dans la peau et aller mettre l'encre là où on veut la mettre. En fait, il y a beaucoup de tatouages faits au rotatif, vous les voyez, ça vous pète à la gueule quand ça vient d'être fait. Déjà, à la guérison, des fois, ça a beaucoup perdu. Puis alors, 2 ans après, il y a plus rien, quoi. Après, j'en ai vu d'autres, étonnamment, qui restaient super bien. On peut pas généraliser, parce que la main du tatoueur est tellement importante aussi. Mais quand même, en général, avec la machine à coil, on fait un boulot qui est plus fiable sur la durée. Et pour moi, un tatouage, il est garanti 15 jours après la mort. C'est le stade où la peau, elle se décompose et où le tatouage disparaît, quoi. Mais sinon, un tatouage, il doit être là jusqu'au jour où on va dans le trou et puis il doit être présentable. Chaque machine est vraiment construite et réglée de A à Z par moi. Et puis quand elle sort d'ici, je sais ce qu'elle vaut, hein. Non, ça sera toujours les matériaux de la meilleure qualité.
du fer pur pour tout ce qui est ferreux, enfin bon, des choses qui sont censées être qui sont faites comme elles sont censées être faites. Après, oui, effectivement, je fais des machines là encore plus handmade, où j'ajoute des bois précieux, où je mets des choses genre du galucha sur les bobines. Je fais des trucs un peu perso par rapport aux tatoueurs. En général, je les vends même pas, celles-là, en fait. Je les fais pour des gens que je connais, que j'admire, et on fait des échanges de boulot, en fait. C'est comme ça que j'ai eu une peinture de Philippe Leu. C'est comme ça que j'ai eu une peinture de Corey Flatmo, une peinture de Tintin, une peinture de Michael de Poissy, une peinture de tous les gens dont j'admire le boulot, quoi. C'est génial de pouvoir se faire une collection comme ça, en échangeant des machines contre de l'art, quoi. J'ai une collection qui me ravit à l'heure d'aujourd'hui, que je continue assidûment. Quand j'ai commencé à tatouer, je savais pas que j'allais faire des machines. Puis avant de tatouer, je faisais autre chose. Et quand je bossais dans la déco, là, si on m'avait dit qu'un jour je serais tatoueur, j'aurais regardé le mec comme ça, parce que je m'y destinais pas du tout. J'aimais pas spécialement ça, en plus. C'est une passion qui est venue un peu sur le tard. Tous mes potes, ils allaient se faire tatouer chez Marcel. Je suis le seul qui avait pas été se faire tatouer, ça me disait rien. J'avais déjà des bousilles de l'époque punk sur moi. Je serais peut-être encore builder dans 10 ans. Je serais peut-être en train de faire pousser des tomates sur mon terrain dans les Cévennes, ou je sais pas. On verra. Moi, j'ai vécu des moments merveilleux quand même, puis des moments de grande solitude. Comme avec le tatouage, genre... Les mecs ont de la chance d'ailleurs avec Internet maintenant, on a la réponse à ces questions comme ça, quoi. Nous, quand on a commencé, c'était genre, mais pourquoi mon rouge n'est pas comme dans le magazine? Ouais, la relève, je sais pas si elle est si nombreuse que ça, mais il y a 2-3 petits gars là, dont le boulot me plaît bien. Il y a un petit gars qui bossait avec Phil Sharks, là, qui est en voyage en ce moment, qui s'appelle Jess Martucci, qui fait du bon boulot et qui m'a fait un excellent liner que j'adore. Je le suis, il me rappelle un peu ce que j'ai pu être. Moi, il voyage beaucoup, il va à droite à gauche, il est super intéressé. Et puis, c'est quelqu'un de sympa, qui fait du bon boulot, qui est curieux. J'aimerais bien que ce soit ça, ma relève, quoi. Quelqu'un qui me ressemble et qui mettra toute la passion que j'ai pu y mettre, quoi.